Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous m'excuserez pour la brillance, mais je viens de me mettre mes produits. Je viens de sortir de la douche et mettre mes produits, donc forcément, et puis il fait super chaud à Lyon, donc voilà. Je voudrais vous parler de mon petit bilan de lecture. Comment dire? Il est bien, le livre est bien, bon, sachant qu'il y en a 25 ou 26 tomes, clairement je vais pas les lire. Voilà, hein, ça m'a suffi. Je l'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé bien, mais sans plus, quoi. L'histoire, elle était pas mal. Alors par contre, les romances, elles sont un petit peu à la one again. Elles sont un peu rapides. Donc je vous raconte un petit peu l'histoire. Donc c'est l'histoire de Grayson, le futur duc du manoir Penford Hall, et son père, donc le duc de Penford Hall, à l'époque quand il était plus jeune, je crois qu'il devait avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Il était fauché, il avait perdu beaucoup d'argent, il a fait faillite, quoi. Donc il vendait les produits, enfin il vendait comment dire, les objets de valeur, il virait le personnel de maison. Donc c'était un peu compliqué. Et Grayson, pour se réfugier, il allait dans la chapelle où il discutait, il voyait Tandy Mitty. 20 ans plus tard, je crois, ou un petit peu moins, il décide de... Alors, comment ça s'est passé? Il envoie un message à Derek qui était une connaissance, enfin on va dire un ami de lycée, de collège ou de la fac, je sais plus trop, pour restaurer le vitrail. Derek qui est un comte, parce que ça on le sait plus tard, et qui a 2 enfants et qui est veuf, d'accord? Et il vit avec sa sœur, qui est infecte, parce qu'elle dit oui mais tes enfants ils devraient avoir une mère, et patati et patata, enfin en gros je me permets de donner des leçons alors que j'ai moi-même pas d'enfants, mais bon bref. Et donc ces enfants ont une gouvernante qui picole, voilà, qui ivrogne et qui ne fait rien, et du coup c'est Peter qui s'occupe de tout à la maison pendant que son père n'est pas là. Pendant que son père travaille. Son père, je pense qu'il essaye de fuir aussi un petit peu la situation, parce qu'il est veuf, parce qu'il a du mal à se remettre, je pense aussi, du deuil de sa femme. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et de l'autre côté, nous avons Emma, qui elle vient de se faire larguer. Emma qui est un petit peu rondouillette. Alors je sais pas par rapport à quelle époque, si c'est gros ou pas, mais bon, il y a un petit peu de grossophobie aussi. Alors moi je n'ai pas trouvé que c'était le point le plus important parce qu'on n'en parle que au début et c'est tout en fait. C'est tout. Voilà, il n'y a pas de... Enfin, il y en a, comment dire, ils mettent beaucoup trop d'émotions sur quelque chose, en tout cas sur ce que j'ai remarqué là, ça parle qu'au début et encore c'est pas grave quoi. Enfin, on n'en parle pas sur tout le livre en fait. Du coup, Emma décide de faire un petit road trip dans Londres, enfin non dans Londres, dans l'Angleterre quoi, dans Londres, l'Angleterre plutôt. Et elle s'arrête déjà sur un point. Alors je crois que j'avais compris, si j'ai bien compris, elle s'arrête dans un espèce d'hôtel, dans un petit village. La nana qui gère l'hôtel lui dit va à tel endroit, il y a un super beau jardin, nanani. Elle connaissait, en fait elle avait fait déjà sa liste de son road trip, en fait les étapes, les endroits où elle voulait aller. Et elle va sur un autre village où là elle connaissait parce qu'avec son ex ils y étaient allés. Son ex qui était fan de rock, metal, enfin je sais pas trop, mais voilà. Enfin, ils n'avaient pas du tout les mêmes goûts. Ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde du tout. Et je pense que Emma est l'une des femmes, enfin comment dire, est de celles dès qu'on lui fait un compliment, elle se sent plus en fait. Elle se sent défaillir, elle est amoureuse tout de suite. En tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Et le duc aussi, je sens que c'est quelqu'un qui a besoin de compagnie. Ça je l'ai ressenti aussi à la fin du livre, mais c'est quelqu'un vraiment qui a besoin de compagnie, qui a du mal un petit peu, j'ai envie de dire, à écouter ce que les autres disent. Du coup, Emma, elle décide d'aller dans cet endroit, hein, cette étape, et elle rencontre, elle fait il y a un labyrinthe d'herbes, enfin de jardins, de buissons, tout ça. Elle décide de le faire, et au centre, elle rencontre des jumelles identiques, les sœurs Pims, je crois. Et en fait, c'est un peu comme les Dupont et Dupont, c'est limite, j'ai envie de dire, il y en a une qui commence une phrase, l'autre termine la phrase, en fait, c'est un truc de fou. D'autres un peu chiant aussi, mais bon. Et toute l'après-midi, elle discute, elle parle de jardin, nanani, nanana. Et les sœurs, elles lui disent, ça serait bien que tu ailles à Penford Hall, tu verras, il y a un super beau jardin, les jardins ils sont magnifiques, vas-y. Elle s'est dit,
ok, pourquoi pas, je vais y aller. Et au moment où elle va là-bas, elle pensait y rester 1 heure ou 2. Non, non, elle y reste un certain temps. Parce que le duc, il dit, ah, vous aussi, c'est la paysagiste, alors que Emma n'est pas du tout paysagiste, elle est juste informaticienne. Et elle fait son jardin par passe-temps. J'irais même, ça peut être aussi une thérapie. Voilà, je pense que pour elle, c'est une thérapie aussi, ça lui fait du bien. Voilà, et elle est très douée. Et Derek, bah, lui aussi arrive. Alors c'est là où j'ai eu un petit, pas des petits soucis, mais des petits trucs. C'est que Derek, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive, et surtout on ne sait pas qu'il est avec ses enfants. En tout cas, au moment où il arrive. Et c'est là où j'en parlais aussi, parce que je me dis, mais c'est bizarre, parce que on voit qu'il est là, mais les enfants, ils sont où, en fait? Donc c'est vrai que c'était un petit peu bizarre. Bon, après, on voit qu'il y a les enfants, mais on les voit un peu plus tard. Il y a une cosy mystery, donc dans le sens où il y a quelques années en arrière, 5 ans je crois, il y a eu un chanteur célèbre, Lex Rex je crois, qui avec son groupe s'est noyé dans le yacht de Grayson. Bon, à la fin on sait pourquoi. On sait quoi, on sait comment, on sait qui c'est, enfin voilà. Je vais pas en dire plus, je vais pas en dire plus, parce que justement c'est l'intrigue, voilà. Et donc du coup, la cousine de Grayson, elle découvre certaines choses et elle se fait assommer. Donc elle n'est pas morte, elle est juste assommée. Par contre, elle a eu du mal à s'en remettre aussi, hein, et elle a été sauvée, etc. Et tout ça pour cacher finalement la vérité. Et du coup, il y a une enquête et tout, nanani, nanana. Et on a l'impression en fait, parce que quand Derek et Emma découvrent la vérité, enfin, découvrent une partie de la vérité, bah, on a l'impression que c'est leur dernière heure a sonné. Et puis en fait, non, ils discutent, ils prennent le thé, ils mangent, enfin bon, c'est la fête quoi. C'est un bon dîner normal dans un salon caché, mais tout va bien. Et on se rend compte que tout le monde est de mèche en fait, le village entier, le personnel, enfin bon voilà. Parce que du coup, Grayson, quand il a pu avoir la propriété du manoir, ben, elle a rembauché toutes les personnes et lui s'est dit comment je vais faire pour renflouer finalement les caisses quoi, parce que bah forcément voilà, pour le manoir il fallait le restaurer, il y avait il fallait débourser beaucoup d'argent. Et Derek se posait la question, mais si t'as pas les moyens, comment t'as fait pour avoir cet argent là? Et il s'est dit que l'ex-Rex Grayson avait comment dire, piraté les comptes bancaires et tout, mais enfin c'est beaucoup plus, je vais pas dire subtil, oh si, bah si, on va dire, c'est beaucoup plus subtil que ça, et ça, enfin, à la fin on sait, donc c'est vrai que c'est assez drôle, enfin c'est assez drôle, voilà, c'est un peu, ouais, tarabiscoté, et c'est là où aussi ça m'a choqué, Emma et Derek, donc genre ça fait 2 semaines qu'ils sont dans le château, enfin dans le manoir, et ils s'embrassent, voilà. On n'a pas compris que Derek avait des sentiments pour elle. On n'a pas compris que Derek était attiré par elle. Bon, ça, on ne sait pas. Emma, elle, si dès qu'elle l'a vu, hop, ça y est, c'était le coup de foudre. Et une fois, alors, plus ou moins à la fin du livre, donc à la fin de l'intrigue, une fois que la chute, elle est retombée, quoi, et ben lui fait comprendre, mais de toute façon, même si tu me demandais en mariage, je te dirais non, mais à quel moment on a parlé de mariage, mais on n'est même pas, enfin, l'histoire déjà, c'est ça, je comprends pas, c'est qu'ils sont même pas ensemble, il y a eu juste un bisou, c'est tout. Et elle, en fait, elle n'a pas l'habitude d'avoir des enfants, donc pour elle, elle s'est dit, je n'en aurai pas. Et en fait, bah, alors, je peux comprendre qu'elle s'est attachée aux enfants parce qu'ils sont mignons, mais là, au bout de 2 semaines, tu dis, oh ma chérie, à quel moment, au bout de 2 semaines, tu appelles la personne même pas avec qui t'es, ils sont même pas ensemble. Des fois, ma chérie, tu t'es blessée, je t'aime, mais là, j'ai trouvé que c'était compliqué. Parce qu'on n'a pas l'impression depuis le début que Derek a des sentiments pour elle ou est attiré par elle. Et il veut juste passer avec une bonne compagnie, voilà, discuter. Mais il n'y a pas eu de... J'ai pas ressenti l'alchimie en tout cas. Et Grayson, pareil, bah lui, il était célibataire et puis finalement, il s'est mis avec Kate.
On ne savait pas qu'ils étaient pareils, amoureux depuis l'enfance, donc on ne sait pas trop, mais voilà. Donc c'est là où je trouve que c'est juste un tout petit peu dommage, mais bon, sinon le livre, voilà, il est sympa à lire, pour l'été c'est sympa, mais je n'achète, alors j'ai le tome 1 et le tome 2, le tome 2 que j'ai vendu sur Vinted, et le tome 1 qui est en vente, et celui-là je vais le mettre en vente aussi, parce que c'est pas un truc que j'aurais envie de relire, voilà. Ensuite, je vous avais dit que je lirais The Paradise Problem. Alors, comme vous voyez, c'est une bonne petite briquette hein, qui écrit petit. Et il y a... Attends, il y a les remerciements là. Ouais. Donc, il y a à peu près 423 pages. Dans le Duc de Penford Hall, il y avait 403 pages. Voilà. Donc là, je pense que je vais... je pense que ça va être sympa. Voilà, je vais vous lire le résumé. Une intrigue... Ah oui, ça c'est Ali Elzeboun. Alors, Anna Green pensait épouser Liam Weston pour accéder au logement universitaire subventionné du CLA. Elle croyait aussi avoir signé les papiers du divorce avant que leur chemin ne bifurque, diplôme en poche. 3 ans plus tard, Anna vit tant bien que mal de son art, tandis que West, qui est l'un des 4 héritiers du conglomérat Weston Woods, ne pourra percevoir le moindre centime de son héritage de 100 millions de dollars qu'à la condition que son mariage dure au moins 5 ans. Sa famille faisait de plus en plus pression pour rencontrer sa mystérieuse épouse. Liam n'a d'autre choix que de se tourner vers l'unique personne qu'il redoute de présenter à ses parents richissimes et imbus de même, son ex-femme, au franc-parler souvent problématique dont il n'en a réalité jamais divorcé. Alors que Liam et Anna jouent au couple énamouré, ce n'est plus tant la capacité d'Anna à jouer son rôle qui inquiète ce dernier, mais plutôt l'influence toxique que pourrait avoir ce monde de privilèges sur quelqu'un d'aussi pur que son épouse, étonnamment équilibré et loyal. Le prix à payer de toute cette mascarade sera-t-il pour Liam à la hauteur du risque de perdre un amour véritable né d'un mensonge? Il y a deux petites flammes là, enfin 2 petites femmes, donc comédie romantique, new romance. Ça promet d'être caliente. Ça promet d'être caliente. Donc, prochaine lecture. Donc, alors, sachez que j'ai vu une trend sur Instagram. Chaque livre lu, je mets 5 € de côté. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Ou en tout cas, dès que j'aurai vendu le livre, je mettrai 5 € de côté. Voilà. Et on verra bien. Bon, je commence maintenant. Donc, on est le 16... On est le 16 juin, donc d'ici la fin de l'année, on fera un petit bilan. Voilà. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que si par rapport donc aux 5 €, donc, et le reste, je le mettrai de côté pour autre chose. Voilà. Mais je trouve que 5 €, c'est pas mal. Donc, c'est un petit challenge que je me fais personnellement. Si vous avez envie de le faire avec moi, je vous y encourage. Plus on est de fous, plus on rit. Et surtout, c'est un bon moyen de se motiver et de se soutenir. Ensuite, j'ai craquance. Ouais, j'ai craquance. J'ai craquance de livres, pour l'instant. Peut-être que je vous lirai la liste de livres que je veux. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et même ma palle de l'été, là, si j'arrive à la terminer, par rapport au livre que je veux acheter, ça dépasse. Là, je crois que j'en suis à combien de pages, à combien de livres, pardon. Je vais vous dire ça de suite. 193 livres à lire. Du coup, la diseuse, donc j'ai acheté La diseuse de petite bonne aventure de Julie Leong. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. J'ai été influencée par Livromancienne, je crois. C'est une influenceuse littéraire sur YouTube. Et j'ai craquance. J'ai craquance. Alors, je vais vous dire, en plus, j'ai craquance. Donc, j'ai été vraiment la pigeonne number one. Parce que c'est vrai que La diseuse de petite bonne aventure, déjà, le livre, il est beau. Et moi, ça me parle parce que vu que je fais les cartes aussi, je tire les cartes, je fais le taroscope sur mon autre chaîne YouTube, forcément, ça me parle. Donc, ça va que le livre, il n'est pas épais. Il a même pas 300 pages. Il a 263 pages. Donc, très bien. Alors, moi, j'ai envie de le mettre pour l'automne. Mais effectivement, ça peut être un livre d'été. Alors, La diseuse de petite bonne aventure. Quand on se cherche soi-même, on se trouve une famille. Mais déjà, juste l'histoire, elle était trop belle. Ça, je l'ai vu qu'après.
Tao est une diseuse de bonne aventure itinérante, mais elle ne prédit que des petites fortunes, les succès modestes, les flirts et les bonnes surprises du quotidien. Mais moi j'aimerais bien annoncer ça aussi, ou en tout cas ressentir ça. Loin d'elle les visions de guerre ou de gloire, car l'expérience lui a appris que les grandes visions ont toujours un prix terrible. Mais quand sa route croise celle d'un père qui cherche à retrouver sa fille disparue, les murs qu'elle a élevés autour d'elle menacent de tomber et les ombres du passé de ressurgir. Aux côtés d'un mercenaire taciturne, d'un voleur plus ou moins réformé et d'une apprentie boulangère, sans oublier un chat légèrement magique, le bonheur s'immisce petit à petit dans sa vie solitaire et la jeune femme va devoir tout risquer pour sauver la famille de fortune dont elle n'a jamais osé rêver. Rejoignez Tao et vivez une aventure douce et réconfortante dans cette cosy fantasy pétillante sur l'amitié et la construction de soi. Énorme succès aux États-Unis. Bah, franchement, moi ça m'a trop donné envie et je pense que je vais vraiment kiffer ma lecture. Et j'ai acheté, et ça fait... Quand j'ai vu qu'il était sorti, qu'il était sorti, vu que je connais un petit peu l'histoire de la reine Margot et du roi Henri IV de Navarre, qui, au niveau du portrait, n'était pas très gratifiant, hein, faut dire ce qui est. C'était pas non plus, c'était pas le beau gosse, quoi. Hein, c'était un peu compliqué à l'époque du Moyen-Âge. Je me suis retâtée à prendre ce livre, Un cœur déloyal, parce que finalement l'histoire me plaît, donc c'est vraiment une réécriture totale d'Henri IV et de Marguerite de Valois. J'adore le packaging, j'adore le jaspage, pardon, j'adore la couverture. Ouais, j'ai acheté plein de livres, je sais, je suis au courant. Mais là, je crois que c'est un tome, là, je crois que c'est un one-shot, donc c'est très bien. Parce que là, les séries, là, de toute façon, j'ai plus de place, ni pour les one-shots, ni pour les séries. Voilà. Alors, donc, c'est de Erin Côté. À la croisée des Trois Mousquetaires et de Bridgerton, un roman palpitant où la passion est aussi dangereuse que la politique. Paris 1572. Dans le tumulte de la cour de France, on attend d'une jeune fille bien née qu'elle sourie, se taise et obéisse. Jacques, d'Argenson-Oni, 17 ans, préfère écouter aux portes, glisser des lames dans les plis de ses jupes et collecter les secrets. Confidente et ancien amour de la princesse Marguerite de Valois, elle n'aspire qu'à une chose, rejoindre la redoutée Societas Solis, la société secrète dirigée par son oncle, maître espion du royaume. Alors que la guerre menace, Jacques se retrouve au cœur d'un jeu dangereux. Elle est chargée d'orchestrer le mariage politique entre Margot et Henri de Navarre, le terrible héritier huguenot. Ce qu'elle n'avait pas prévu, que derrière l'arrogance et la réputation sulfureuse d'Henri se cache un jeune homme fascinant et terriblement séduisant. Je vous jure que dans la vraie vie, enfin dans la vraie histoire, quoi, il n'était pas séduisant du tout, hein, le gars. Hein. Non, il sentait très mauvais, donc voilà. Tiraillée entre son devoir envers Margot, ses ambitions politiques et l'attirance irrésistible qu'elle ressent pour Henri, Jacques s'enfonce dans un jeu de dupes, de trahison et d'amour interdite où chaque choix peut briser une alliance, faire vaciller un trône et lui coûter son propre cœur. Ouais, j'ai trouvé que c'était sympa. Voilà, l'intrigue avait l'air plutôt pas mal. J'adore. Oh, j'adore, c'est trop beau. Mais il y a plein de... J'adore, ça commence comme ça. Il est où le livre? Voilà. Donc, en gros, ça commence à la page... Oh, j'adore. Ça commence à la page... Allez, ça commence à la page 17. Donc déjà... Et il y a combien de pages là? Ah, ça, c'est pas ça. Ça commence à la... Ça se termine, il y a combien de pages? Et il y a... Je vais y arriver. 455, c'est 456 pages. Donc, tu enlèves 456 moins 17. Voilà, on est plutôt pas mal. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment, mes chers amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et surtout racontez-moi vos lectures. Vous en êtes dans votre challenge de l'été et j'aimerais vraiment savoir. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.